Lejean m'a rejoint sur ce plateau, c'est Anne-Laure Kiechel, présidente et fondatrice de Global Sovereign Advisory. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de l'Europe entre les deux blocs, s'il n'y a que deux blocs d'ailleurs, la guerre commerciale, les conflits et les conséquences de tout cela sur le commerce mondial. Je voudrais vous faire réagir tout d'abord à cette déclaration de Volodymyr Zelensky qui cette semaine a appelé les Européens à conserver un lien fort avec le président américain malgré son mépris souvent affiché pour l'Europe. Est-ce que les équilibres économiques aujourd'hui finalement dépendent de cette relation parce qu'on se cherche nous Européens dans cette relation finalement? Oui, je crois qu'on se cherche d'ailleurs tout court, si vous me permettez la formule, pas juste par rapport aux Américains, mais également par rapport à la Chine, par rapport à l'Amérique latine. Enfin, on a, je pense, un vrai sujet de modèle européen, de ce que l'on cherche à avoir en termes de modèle européen de croissance, des industries dans lesquelles on veut être présent. On a par exemple beaucoup investi d'ores et déjà sur la transition écologique, donc c'est plutôt un axe de force. Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut continuer à développer ou pas? Mais c'est des choses qu'il faut toujours qu'on fasse, je pense, sans naïveté aucune. Parce que par exemple, les Chinois sont clairement les premiers sur les énergies renouvelables. Pourquoi ils sont les premiers? Pas parce qu'ils sont forcément les plus intelligents, mais tout simplement parce qu'ils ont eu la même politique, avec la même cohérence, pendant 20 ans, et qu'ils y ont mis les moyens. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé comment la Chine réinvestit. Et c'est assez impressionnant parce que pendant des années, ils ont à peu près réinvesti 40 à 50% de leur PIB dans leur économie. Donc pourquoi est-ce qu'on parle d'un pays qui s'est absolument transformé au cours de ces dernières années? C'est parce qu'il y a eu ces volumes massifs, mais quasi historiquement massifs, de réinvestissement, et parce qu'ils l'ont fait dans la durée, de manière récurrente, en ne changeant pas de politique, en acceptant de se tromper. Parce qu'ils ont de temps en temps fait des erreurs. Ils n'ont aucun problème avec ce qu'ils appellent le trial and error. Donc on essaye, si on a fait une erreur, on réoriente. Et c'est vrai que quand on fait une erreur, elle peut coûter cher. Ça, ils l'acceptent. Mais avec la force de la planification aussi et du temps long, qu'on n'a pas forcément en Europe. Exactement. Mais en tout cas, moi, je pense que sur des grands sujets d'orientation économique, on devrait pouvoir l'avoir. Ça devrait être quelque chose qui n'est pas politique, finalement, qui est quelque chose d'une direction. Vous parlez d'une Europe naïve. Est-ce que Donald Trump, avec la violence de sa politique et notamment sur la guerre commerciale, n'a pas sorti l'Europe de cette naïveté? Est-ce qu'on n'est pas en train de se réveiller et du coup d'avancer sur les défenses, sur la protection douanière? Alors, c'est vrai qu'il secoue. Ça, c'est tout à fait vrai. Est-ce qu'on est encore naïf? Je crois qu'on l'est quand même encore. Enfin, peut-être que naïf, c'est peut-être pas le bon mot, en fait. Peut-être qu'on n'a pas encore vraiment décidé ce qu'on voulait être et quelle était aussi notre position par rapport aux États-Unis. Il y a en Europe un courant atlantiste. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord sur quelle est l'attitude par rapport aux États-Unis. Il y a aussi surtout des gens qui ont des agendas complètement différents. Je suis désolée de le dire, mais l'Irlande est hautement dépendante des États-Unis, et en particulier sur le secteur pharmaceutique. Évidemment, ils ne vont pas forcément être d'accord avec d'autres pays qui ont d'autres intérêts. La France, qui exporte finalement très peu aux États-Unis, n'a elle-même pas non plus les mêmes intérêts que l'Allemagne et l'Italie, qui exportent plus, en tous les cas, aux États-Unis. Donc en fait, on est une mosaïque de pays qui ont des économies différentes, des rythmes différents, des secteurs d'activité différents, et qui, par rapport à quelqu'un ou un pays qui nous attaque ou qui, en tout cas, nous secoue, c'est très difficile de trouver une réponse commune, et surtout, il faut accepter que cette réponse commune ne soit pas systématiquement à l'avantage du pays qui va la soutenir, puisqu'il y aura des compromis que l'un ou l'autre des pays vont devoir faire. C'est pour ça que les discussions patinent aujourd'hui dans les négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. On sait que la deadline, c'est le 9 juillet. On parle de plus en plus de prolonger cet horizon. C'est possible que ce soit en effet un des scénarios. Alors, je pense qu'il faut aussi voir côté américain, parce qu'ils ont eu beaucoup de choses à traiter. Ils ont... Alors, et ça aussi, c'est quelque chose peut-être qu'il faut qu'on en ait conscience en Europe, mais ils ont quand même eu une remise en cause du dollar en tant que monnaie de référence. Ils ont eu certaines périodes dans lesquelles les taux à 10 ans ont flambé, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas ont augmenté à des niveaux qui sont jugés comme dangereux, parce que comme ils ont une dette extrêmement importante, et quand bien même ils arrivent toujours à refinancer leur dette, ils ont eu des alertes. Certaines des émissions de dette qu'ils ont faites n'ont pas été autant sursouscrites, etc., etc. Donc ils ont été très occupés quand même sur ce front. Et à chaque fois, c'est la responsabilité du responsable du Trésor de s'occuper de tous ces sujets. Donc cet homme éminemment compétent est à la fois en charge de veiller de ce qui se passe sur la situation de la dette, en même temps de diriger les accords commerciaux. C'est lui qui est à la manœuvre surtout. Donc c'est aussi quand même assez compliqué de gérer les accords avec tous les pays. Donc je pense qu'il y a, en plus du fait que l'Europe doit avoir une position, il y a aussi côté américain
le fait que tout n'est pas toujours possible d'aller aussi vite. Et on le voit d'ailleurs aussi. Ils ont avancé avec la Grande-Bretagne, mais l'accord n'est pas non plus un accord holistique, global. Enfin, il n'y a pas tous les boutons de guêtre, oui, effectivement. Exactement. Accord de principe. Peut-être celui qui va être signé, et peut-être avec un des pays asiatiques, on parle beaucoup du Vietnam, parce qu'ils sont en effet assez proches de signer ça. Donc il est possible que les choses avancent, il est possible que aussi ce soit un pays, un secteur. Mais d'avoir tous les accords commerciaux réglés avec tout le monde de façon cohérente, ça c'est quand même très peu probable pour le 9 juillet. Réfléchir par secteur, c'est peut-être qu'on va devoir faire aussi. Le patron de DWS, la banque de gestion d'actifs de Deutsche Bank, appelle l'Europe à accepter plus d'investissements de la part de la Chine et des pays du Golfe. Qu'est-ce que vous en pensez? De quoi l'Europe a besoin depuis ces pays-là? Alors moi, ça me rappelle beaucoup le débat qu'il y avait eu en particulier autour de la Grèce, mais pas que, aussi le port de Hambourg, quand les Chinois étaient venus faire des investissements, d'ailleurs ils les ont réalisés, dans lequel on voyait ça comme une menace, les pays cherchaient à se protéger, etc. Je vois que le sujet est quand même moins sensible politiquement maintenant, même si ça pose une question. On a besoin de beaucoup d'infrastructures, voilà, et on a beaucoup besoin d'argent. Voilà, et par exemple, on voit aussi qu'il y a des investissements du Golfe qui se font. Pas plus tard qu'hier, il y a une annonce qui a été faite du fonds souverain d'Abu Dhabi, ADQ, qui a investi une coopération d'ailleurs extrêmement intéressante avec l'Imagrin, qui est très bonne pour les deux côtés. Donc, moi, je pense là-dessus qu'il faut avoir une approche extrêmement pragmatique. Il y a des secteurs qui sont des secteurs prioritaires, des secteurs de souveraineté nationale. Ces secteurs-là devraient être des secteurs dans lesquels on fait extrêmement attention à ce qu'on fait. Et paradoxalement, on ne fait pas toujours aussi attention. On a une réglementation qui s'est durcie pour protéger on a une réglementation, mais on pourrait peut-être être encore plus vigilant en étant encore plus, en pensant en avant sur des technologies pour protéger peut-être encore plus ces secteurs stratégiques. Sur le reste, après, c'est des sujets de valorisation, c'est des sujets d'avoir des accords qui font que on garde quand même une marge de manœuvre si on a besoin de garder une marge de manœuvre. Et c'est surtout que dans les accords qu'on conclut, il faut que l'investisseur s'engage. Est-ce que nous, en France, on fait assez d'efforts pour aller chercher ces capitaux étrangers en Asie ou au Moyen-Orient? On n'en a plus, nous, des capitaux. Il faut aller les chercher. C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on a quand même beaucoup d'épargne. Oui. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette épargne? Est-ce qu'on fait juste de l'investir dans de la dette? C'est quand même beaucoup ce qui est fait. C'est pas très passionnant comme investissement, ou est-ce qu'on ne devrait pas plus l'investir dans des entreprises françaises? Il y a quand même là-dessus, alors il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été faites, mais il y a probablement des choses qu'on pourrait améliorer. Mais alors, à la question de est-ce qu'on fait des efforts, bien sûr qu'on fait des efforts, il y a beaucoup de forums, mais le vrai sujet, c'est moins les effets d'annonce entre nous que le fait que les capitaux viennent vraiment à destination, que ce soit vraiment exécuté. Vous avez toujours un temps long entre les annonces et les exécutions. Non, je pense que c'est beaucoup plus le fait parce que maintenant, ces fonds aussi, qu'ils soient chinois, qu'ils soient dans le Golfe, se sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sophistiqués. Il y a eu toute une époque dans laquelle ça les intéressait beaucoup d'aller acheter peut-être des marques ou peut-être des choses qui leur parlaient plus. Et ils ont pas mal fait dans le secteur bancaire, par exemple. Maintenant, ils se sont beaucoup, beaucoup sophistiqués. Ils ont des secteurs prioritaires. Eux-mêmes, ces fonds souverains ont des compagnies dans leur portefeuille. Et c'est ces compagnies-là qui s'intéressent typiquement à des accords avec des spécialistes et des leaders. Donc, eux, je vous assure, ils sont très organisés. Ils savent exactement quelles sont les entreprises qui les intéressent et avec lesquelles... Il nous reste 2 minutes pour parler de la France un peu. Vous travaillez avec une vingtaine de gouvernements à travers le monde, Anne-Laure Kiechel. Quel regard il porte aujourd'hui sur la situation économique française? C'est compliqué depuis la dissolution, notamment il y a 1 an. Qu'est-ce que vous voyez à l'extérieur, le regard qu'on porte sur nous, Français? Alors c'est un regard qui d'ailleurs m'attriste de temps en temps, parce que c'est un regard un peu d'un pays qui serait à l'arrêt. En fait, c'est souvent ce que les gens disent. Les gens voient bien sûr que la dette augmente, mais ça ne crée pas d'inquiétude à l'étranger comme ça peut en créer en France. Les gens ne disent pas que c'est bien, mais ils ne voient pas ça comme un secteur. Mais c'est le grand sujet du moment, le budget. Exactement, mais ce n'est pas un signal d'alerte. La dette n'est pas un signal d'alerte à l'extérieur. D'ailleurs, on n'est pas dégradé par les agences. Pas encore. Voilà, je cherchais la formule pour le dire, puisque les prochaines revues des agences vont être septembre, octobre, novembre. Ouais. Donc le moment de vérité vient là. 114 points de PIB de dette, ça a été annoncé hier par l'INSEE. 40 milliards d'augmentation au premier trimestre encore. Vous nous dites, et à l'international, on n'est pas encore dans la zone rouge. À l'international, pour les pays qui nous regardent, la dette n'est pas un sujet. Le sujet est plutôt en effet celui de la notation pour les investisseurs qui investissent dans les obligations françaises. Pourquoi? Parce que chez 2 agences, S&P et Fitch, on est à la limite de la limite du AA, voilà, en étant à moins perspective négative, ce qui veut dire que
à la fin de l'année, on mentionnait les dates, on a, je l'espère vraiment pas, mais on a un vrai risque de se faire dégrader à A-. Et les conséquences dans ces cas-là, vous changez quand même un peu de base d'investisseurs. On sort automatiquement de certains fonds souverains. Alors, ce ne sera peut-être pas aussi automatique que ça, parce que les gens l'anticipent un peu, mais ce n'est plus la même manière et la même facilité pour se refinancer de manière aussi mécanique. Donc la dette nous coûtera beaucoup plus cher, a priori. Ça nous coûtera plus cher, ça c'est sûr. Moi, mon sujet, bien sûr, le cher, c'est très important, c'est aussi le fait que jamais on ne manque de liquidité, ce qui reste quand même le sujet le plus important. Merci beaucoup Anne-Laure Kiechel d'être venue nous voir, présidente et fondatrice de Global Sovereign Advisory.